Alors en arrivant ensuite sur donc mon école d'ingénieur, l'énorme différence et ce qui a changé ma vie radicalement, c'était que pour la première fois, je me retrouvais connecté à Internet en permanence. Et c'était en 2003 puis 2004. Et avoir accès en permanence à Internet à cette époque-là, c'était nouveau. Je ne sais pas si vous vous souvenez du bruit du modem qui se connectait et qui d'un coup bloquait la ligne téléphonique. Mais clairement, c'était non seulement un changement d'échelle, puisque au lieu de passer 10 minutes, 20 minutes, 1 heure avant que mes parents me demandent d'arrêter, je pouvais enfin avoir une machine qui tourne en permanence. Mais c'était du coup un changement de nature. Le fait de savoir que vous avez en permanence une machine qui tourne, ça veut dire pouvoir avoir son serveur, ça veut dire pouvoir expérimenter. Enfin, c'était vraiment radicalement nouveau, on l'a complètement oublié, mais c'était radicalement nouveau d'avoir accès à Internet en permanence. Et puis là encore, c'était le printemps 2004, et pendant que moi je m'émerveillais de pouvoir enfin avoir une machine qui tourne en permanence, Mark Zuckerberg à Harvard, lui, avait déjà accès à cette machine, avait déjà commencé à développer tout un tas d'idées et avait commencé à faire planter le réseau de son école en lançant donc la première version de Facebook, qui était ce FaceMash que vous connaissez si vous avez vu le film. Qui a vu le film d'ailleurs, The Facebook Movie? Ouais. Bon, alors, illustration aussi, c'est un aparté, mais de l'impact qu'a eu non seulement le développement de Facebook en tant qu'entreprise et que produit, mais le film qui l'a accompagné. On peut en dire beaucoup de choses, on peut regretter d'une certaine manière le côté glamour qui est mis en avant et puis attirer l'attention de tout le monde sur le fait que la réalité c'est beaucoup de travail, très ingrat, avec très peu de chances de succès et que c'est difficile. Mais il n'empêche que ce film a eu un aspect inspirant pour tellement de personnes et tellement de jeunes entrepreneurs potentiels qui sont devenus entrepreneurs que je pense que c'est... Je ne sais plus s'il a eu un Oscar, mais en tout cas, il en aurait sans doute mérité. Donc voilà, Facebook, on l'a raté. Et alors au passage, il y a quand même quelqu'un, c'était pas moi non plus qui ai cette idée, encore un deuxième raté, mais une personne dans la promotion juste avant moi avait quand même adapté l'algorithme de notation des différents joueurs d'échecs pour lancer, alors ça, bon, c'est les écoles d'ingénieurs à la française, un hot or not de notre promotion. Alors évidemment, ça ne s'est pas très bien passé, il a dû le fermer au bout d'un moment, mais c'est quand même exactement la même démarche qu'avait eu Mark Zuckerberg. Donc il est passé à peu près à ça, de l'idée de se dire, je vais en faire un produit, non seulement que j'ouvre à l'ensemble d'une promotion, puis aux autres, puis à une autre université. Alors ensuite, je suis arrivé au MIT, effectivement. Est-ce que j'ai vraiment raté Dropbox? J'en sais rien. C'était un moment où on commençait à avoir évidemment cette idée que le partage de fichiers était extrêmement compliqué. Moi, je devais travailler sur des données, je faisais de l'analyse, je travaillais dans un laboratoire d'économie en parallèle de mon master pour une bourse, et je passais mon temps à aller dans les machines. On avait accès à des bases de données, les mettre sur clé USB, les ramener sur mon ordinateur où je faisais tourner Stata, les mettre sur le terminal, etc., etc., etc. Et jamais il ne m'est venu à l'esprit qu'en fait, si je connectais l'ensemble de ces machines sur Internet, les fichiers allaient pouvoir passer de l'un à l'autre automatiquement. Alors qu'à peu près à la même époque, peut-être un an ou deux avant, Drew Houston, qui était lui aussi au MIT au moment où il a eu cette réalisation, qui avait les mêmes contraintes, avec les mêmes labos, d'un endroit à un autre, avec des réseaux différents, s'est dit, mais pourquoi est-ce que je crée pas tout simplement une clé USB virtuelle? Et c'est comme ça qu'est né Dropbox. Et encore une fois, signal fort, c'est compliqué d'échanger des fichiers, signal faible, il existe aujourd'hui l'accès aux conditions et aux ressources qui font qu'on peut, avant même d'avoir entendu le mot cloud, se dire on peut créer cette sorte de nuage et de clés USB virtuelles. Pareil, Dropbox, raté. Alors ensuite, effectivement, je devais rentrer, sans vous raconter l'ensemble de ma vie non plus, mais travailler pour le Corps des Ponts et donc l'administration en France. J'ai fait une escale à Washington DC quelques mois et je travaillais à l'époque sur l'évaluation des émissions de gaz à effet de serre dans le cadre des projets de la Banque mondiale. Alors c'était une expérience fabuleuse, j'étais extrêmement intéressant pour la première fois, c'était mon premier vrai travail vrai emploi, et je me retrouvais à collecter l'ensemble de ces données et à essayer de suivre tous les projets les plus intéressants en termes de réduction de gaz à effet de serre. Signal fort, le réchauffement climatique, c'est compliqué. Signal faible, il y avait 1, puis 2, puis 3, puis 4 projets qui étaient extrêmement intéressants.
qui étaient tous, mais alors à l'opposé de tout ce qu'on voyait, c'est-à-dire l'installation de collecte de CO2 sur les usines, le développement de panneaux solaires un peu plus efficaces, etc. Et qui pour le coup étaient mais complètement radicaux. Le meilleur exemple de ça, c'est une société qui ne s'appelle plus malheureusement, mais qui s'appelait Project Better Place, et qui littéralement voulait sevrer le monde de son addiction au pétrole. Alors dit comme ça, c'est bon, d'accord. Comment ? Et c'est là où le modèle était fascinant. C'est l'ancien numéro 2 de SAP, qui est quand même une des plus grandes entreprises de software au monde, donc quelqu'un qui avait la crédibilité, les moyens, les réseaux, la connaissance, etc., pour mener à bien ce type de projet, qui avait l'appui d'un certain nombre de gouvernements dans le monde, et qui s'était dit, pourquoi est-ce que je peux acheter mon téléphone et louer mes minutes ? Pourquoi est-ce que je ne pourrais pas acheter mon téléphone et louer l'équivalent du pétrole ? Et pourquoi est-ce que si je loue quelque chose, je ne louerais pas plutôt l'accès à l'électricité ? Et donc en adaptant le modèle du téléphone portable à la voiture électrique, on pourrait avoir le même mécanisme de recharge rapide d'une voiture électrique. Et donc il construisait une technologie qui permettait d'enlever la batterie vide d'une voiture électrique qui venait en bout de charge et la remplacer en moins d'une minute avec un bras automatisé par une batterie qui a déjà été remplie, qui peut être par ailleurs remplie pendant la nuit quand l'électricité est beaucoup moins chère, qui peut en plus permettre de faire, puisque c'est un pool de batterie finalement qu'on opère de l'écrêtage, quand vous avez trop de capacité solaire ou trop de capacité de vent, donc en plus c'est de l'énergie qui peut même, on peut même être payé pour stocker ça. Et là où c'est en termes de réussite entrepreneuriale, même si l'entreprise au final a fait faillite, une aventure absolument incroyable, c'est que non seulement ils ont réussi à emmener des investisseurs, des personnes extra. Enfin, j'ai eu la chance de connaître un des tout premiers employés de l'entreprise, et ça a été une aventure, mais je ne sais même pas comment on peut expliquer à quel point c'était intéressant. Et à convaincre, et ça fallait quand même le faire, le PDG de Renault d'investir dans une usine et des lignes de production pour lesquelles sa voiture électrique, qui est devenue la Fluence, je crois, allait non seulement avoir sa technologie normale de train électrique, mais en plus la possibilité de changer des batteries. Donc au final, cette entreprise a fait faillite. N'empêche que c'était extrêmement intéressant comme modèle et que je me suis retrouvé dans une forme de dilemme en me disant, mais certes c'est intéressant, ce que je faisais à la Banque mondiale me plaisait beaucoup, mais tous les projets qui avaient au-delà de l'ambition de changer incrémentalement une forme de technologie, un service, un produit, et au contraire de proposer un modèle radicalement nouveau, je les voyais partir de Palo Alto, Californie. Donc j'ai pris une Ford Mustang rouge décapotable, 10 jours de route, plein ouest, et je suis arrivé en Californie, Palo Alto, Californie, où là pour le coup j'ai raté Foursquare et Instagram d'un coup. Voilà, donc le combo. Comment est-ce que je peux considérer que j'ai raté Foursquare et Instagram ? Alors c'est un peu une exagération, et j'ai eu la chance effectivement que cette étape, et que c'était la première création d'entreprise que j'avais réalisée seul par un succès, enfin un succès, dans une certaine mesure un succès d'estime, mais une première étape qui a fonctionné. Mais on avait fait le pari au moment où l'iPhone venait de sortir, que 5 ans après ça allait devenir notre appareil photo par défaut. Ça, pour le coup, on l'avait plutôt bien vu venir. Et que deuxièmement, la géolocalisation de ces différentes photos, ce qui était la vraie nouveauté de l'iPhone ou du smartphone comme appareil photo, c'est premièrement que c'est connecté en permanence, deuxièmement que c'est géolocalisé. Et que donc si on partait sur l'idée qu'on aurait tous dans la poche un appareil photo géolocalisé et connecté, on allait forcément partager énormément de photos. Ce qu'on fait beaucoup aujourd'hui, les poster sur des réseaux sociaux, les poster sur aujourd'hui Foursquare, Instagram, etc. Et donc, on pouvait construire un réseau de paires d'yeux à travers le monde en collectant ces photos, en les localisant sur une carte et en permettant algorithmiquement de voir ce qui est en train de se passer autour de soi. Alors c'est quasiment ce qui est devenu le hashtag. C'est aussi, dans une certaine mesure, ce qui est devenu ce qu'on peut construire sur l'infrastructure d'Instagram en regardant quelles sont les photographies géolocalisées dans un endroit du monde où se passe un événement, un concert, les printemps arabes. On a vu des exemples et des exemples comme ça de ce qu'on appelle finalement du journalisme citoyen, c'est-à-dire le fait de donner à voir à travers ces outils à l'ensemble de ses utilisateurs. Sauf qu'à l'époque, le hashtag de Twitter, il n'existait pas. Et donc on était allé voir Twitter parce que c'était un des petits réseaux sociaux qui montait à l'époque. Et ils étaient, je crois, 12 dans une salle, dans un loft de San Francisco, avec la
la petite fille de 6 ans du directeur des opérations qui se présentait comme la chef. Et forcément, on était dans un contexte où on voyait venir ces tendances, signal faible, mais le signal fort qui aurait dû nous arrêter, c'est qu'on était encore beaucoup trop tôt. On n'avait pas la masse critique pour permettre de faire ça. Et donc l'application qu'on a sortie qui permettait, pour résoudre ce problème, de partager soi-même ces photos à partir d'une application et de les géolocaliser, elle ne pouvait pas profiter de cet effet de réseau à l'époque. Et donc elle a connu un succès au moment du lancement de quelques centaines de milliers de téléchargements, mais on n'a pas pu l'amener à l'échelle et soutenir ce mouvement de croissance. Donc elle a été au final, et c'était finalement très bien pour tout le monde, et une première expérience extrêmement intéressante, je vous le recommande à tous. Mais le produit est devenu et a été acquis par une entreprise spécialisée dans le domaine de la géolocalisation et de la publicité.